Très bien, donc bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire Connaître, suivre et optimiser son contrat d'exploitation, un levier nécessaire pour pérenniser votre démarche énergie. C'est parti pour environ 1 heure de webinaire. Donc rapidement, une présentation du dispositif ETE, ensuite la présentation d'Alterea avec Eddy qui est notre interlocuteur aujourd'hui, qui fera la synthèse du coup de la campagne des 5 audits AMO contrat d'exploitation, présentation d'une fiche pédagogique et d'auto-évaluation, intérêt technique et financier d'une prestation d'AMO contrat d'exploitation, retour d'expérience sur l'ajout d'une clause d'intéressement, temps à consacrer en interne pour une bonne qualité de suivi de son contrat d'exploitation et enfin un temps d'échange et questions-réponses. Rapidement, hein, aujourd'hui, on va voir les points incontournables, les points de vigilance, une fiche auto-évaluation dans le but de vous aider à mieux cadrer chaque partie de votre contrat d'exploitation. Mieux cadrer ou limiter la casse, je ne sais pas trop quel terme employer, mais dans tous les cas, ce sera assez simple pour vous de partir sur les bons rails. Enfin, pour les établissements qui étaient présents lors de la journée régionale ETE du 27/11/2023, il y avait eu un atelier déjà avec la même thématique. Sachez qu'aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin avec des exemples chiffrés. Donc, ceux qui ont vu l'atelier en novembre dernier, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui. Rapidement, qui est là aujourd'hui? Donc, 115 inscriptions. En gros, là, il y a un bon tiers de sanitaire, un bon tiers de médico-social et un petit tiers de autres, donc institutions, conseillers, économes de flux, CTES et compagnie. Concernant les fonctions, 6% d'achat, 30% de CTES hors Pays de la Loire, 20% de direction, 22% de services techniques patrimoine, 19% de CEP, économe de flux et relais ADEME, donc là plutôt rattaché à des collectivités territoriales, et 3% d'institutions et autres. Un autre camembert montre que notre cible, qui sont les établissements de santé de Pays de la Loire, sont ici présents qu'à 36%. Donc c'est déjà bien, mais on voit bien que cette thématique, quand même, c'est aussi un besoin et une demande aussi bien des techniciens et aussi bien au niveau national. Donc c'est pas que santé en Pays de la Loire. Et dans nos 36% de cibles, sachez qu'on a 62% d'établissements qui sont candidats au dispositif ETE et 38% qui ne le sont pas encore. Donc, sur les 38%, nous permet de mettre le petit lien pour que vous veniez candidater au dispositif au plus vite pour qu'on puisse vous accompagner. Le dispositif ETE, c'est quoi? Il y a un contexte, le réchauffement climatique, la raréfaction des énergies fossiles, le décret tertiaire et la crise énergétique. Notre périmètre d'action, c'est les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Pays de la Loire, aussi bien publics, associatifs que privés lucratifs, soit environ 1633 structures. Notre objectif, c'est d'accompagner les établissements à structurer une démarche d'efficacité énergétique simple avec des actions rapides pour générer des économies d'énergie efficaces. Pour ça, on a différents moyens d'action, les accompagnements de terrain avec nos conseillers, des événements thématiques, des formations de montée en compétences, des accompagnements collectifs, une base documentaire et ou des webinaires comme aujourd'hui. Notre motivation, c'est montrer que les travaux lourds à investissement élevé ne sont pas la seule solution pour réduire les consommations. En effet, une optimisation des réglages sur les équipements existants pour adapter l'usage aux besoins permet également des économies d'énergie non négligeables avec un investissement très faible. On retrouve ici un petit peu le triptyque négawatt, sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Donc, ce n'est pas le but du webinaire aujourd'hui de parler des quick wins et compagnie, mais sachez que voilà, dans cette slide, vous avez le lien qui permet de montrer toutes les vidéos qu'on a faites et les retours d'expérience qu'on a. Et les retours montrent qu'en réglant bien les équipements CVC, chauffage, ventilation, climatisation, on peut tendre facilement, mais avec du temps humain, vers 15 à 20% d'économie d'énergie à 0 €. Le dispositif ETE en Pays de la Loire, rapidement, c'est quoi? On est 12 à l'heure actuelle, 2 coordinateurs, Lucie Lefloc et moi-même, et 10 conseillers, 5 conseillers en maîtrise de l'énergie sur une strate départementale et 5 CTES issus de la MI DGOS, ANAP, CNSA, rattachés à des organismes gestionnaires. Actuellement, les CME plus les CTES, on couvre quasiment 50% du parc ligérien. Donc 50% du parc, ça veut dire qu'il reste 50% à toucher. On n'est pas assez pour toucher tout le monde, CF, les 1633 structures. Donc on propose aussi une offre de service global qui est ici ouverte à tous, aussi bien en région qu'au niveau national. Donc n'hésitez pas à aller voir les petits liens de cette slide, hein. Il y a plein de replays, des replays, de webinaires, des fiches retour d'expérience, des outils de suivi énergétique et de plan d'action.
des éco-gestes, enfin, des fiches boîte à outils. Donc, c'est pas le but ici aujourd'hui non plus, mais n'hésitez pas à aller un petit peu fouiner tout ce qu'on peut proposer. Sachez qu'il y a de très beaux outils qui peuvent voilà, vous permettre de au moins initier une démarche. Les chiffres clés, je les passe rapidement, mais voilà, on est aussi pas mal représenté au niveau national. Il y a des groupes de travail, des interventions à IHF, Santexpo et compagnie. Donc rapidement, hein, après je passe la parole à Eddy. Rapidement, hein, donc le décret tertiaire pour montrer que c'est pas du tout inatteignable, hein. Donc à l'heure actuelle, vous avez une situation, un état initial qui correspond en gros à l'année de référence que vous avez saisie. Depuis une dizaine d'années, tout le monde avec les C2E, en gros, passe à la LED progressivement à isoler ses combles, à mettre des systèmes hydroéconomes. Tout ça, ça a permis de faire, entre guillemets, 10 à 20% d'économie d'énergie à investissement faible ou lissé sur plusieurs années. Ensuite, avec les conseillers, en tout cas en Pays de la Loire, et les fameuses actions Quick Win, les actions de réglage des équipements, adapter le besoin à l'usage, c'est-à-dire le réglage, euh, on voit bien avec ce retour d'expérience qu'on peut faire en plus 15 à 20% d'économie d'énergie et donc atteindre la première étape du décret tertiaire à toujours 0 €. Si on n'y est toujours pas, on peut ensuite faire des actions d'énergie renouvelable, donc du solaire thermique par exemple avec le fonds chaleur de l'ADEME, les aides, un petit peu de photovoltaïque sur son parking et on peut reprendre 10 à 15%. En parallèle, on peut mener une campagne de sensibilisation structurée pour aller gratter 5% d'économie d'énergie. Donc avec ces deux petits cubes, on peut atteindre la deuxième étape du décret tertiaire, moins 50%, toujours en n'ayant pas mis beaucoup d'argent, d'investissement moyen. Si on n'y est toujours pas, c'est là qu'on rentre dans le lourd avec les travaux lourds, l'isolation, menuiserie, remplacement d'équipements. Donc là, c'est une enveloppe de budget important avec des temps de retour plus longs, mais qui peuvent permettre d'atteindre la troisième et dernière étape du décret tertiaire, les 60%. Ici, j'ai mis ces étapes de manière successive avec le signe plus. Elles peuvent aussi, bien sûr, se faire en parallèle. Mais c'est pour montrer que rien n'est impossible par rapport au décret tertiaire. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. En tout cas, ça c'est sûr, mais du temps humain, ça, oui, on a besoin. Voilà pour la petite présentation introductive de ETE en Pays de la Loire. Donc là, je vais m'arrêter de parler et je vais passer la parole à Eddy. Donc Eddy, n'hésite pas à mettre caméra et micro et à partager pour qu'on rentre dans le vif du sujet de ce webinaire qui sont l'AMO, contrat d'exploitation CVC. Merci Eddy. Merci à toi, Johan, pour ton introduction. Alors, donc, pour présenter un petit peu à tout le monde, donc, où est-ce qu'on se situe ici lorsqu'on parle d'exploitation maintenance? Donc, en fait, on se rapproche un petit peu des fameux quick wins que tu as évoqués. Parce qu'en fait, donc, l'exploitation maintenance, donc, donc, c'est le recours à un prestataire qui va venir donc, entretenir l'intégralité de vos équipements. Mais pas seulement. En fait, ce prestataire a aussi un rôle pour venir. Je suis en train de partager un mauvais écran. Excusez-moi, pour revenir donc agir sur vos économies d'énergie et notamment donc, vous aider à faire certains leviers d'économie d'énergie qui sont parmi les listes des cookies que tu avais évoqué juste à l'instant. Ça partage pas le bon écran, j'ai un souci. Ah, c'est bon. Donc là, vous devriez voir la présentation qui s'affiche. Oui, on la voit, mais en mode... Voilà, parfait. C'est mieux comme ça. Très bien. Donc, globalement, comment ça va se passer ma petite présentation? Donc, je vais faire un petit retour sur une campagne d'accompagnement qu'on a fait donc, sur 5 établissements engagés par la MAPES. Derrière, vous présentez donc les petits outils qui ont été développés sur ces missions-là et comment vous pourrez vous les utiliser, donc, dont notamment une fameuse fiche pédagogique. Vous expliquez ensuite quels sont les intérêts techniques et financiers d'une prestation d'AMO contrat CVC, c'est-à-dire un accompagnement pour renouveler votre contrat d'exploitation maintenance, faire un petit retour d'expérience sur ce qu'est l'intéressement, et enfin donc, le temps consacré pour assurer un bon suivi en interne, donc à la fois suivi classique et suivi avec l'intéressement. Et à la fin, donc, on aura un petit temps de questions-réponses. Donc, dans un premier temps, pour me présenter et présenter donc, ma structure, donc, je suis employé chez Altin, enfin Alteria qui fait partie du groupe Altin, dont on peut voir en haut à droite le petit graphique. Donc un acteur de la transition énergétique qui agit sur l'intégralité de la phase du cursus de l'énergétique du bâtiment. Donc on a en haut à droite donc Alteria qui fait la partie donc, ingénierie et conseil, donc plutôt en amont des projets.
On a un pôle travaux, un pôle solutions digitales, donc, qui va concerner notamment tout ce qui est de la GTB, GTC, par exemple, un pôle exploitation et services, et également donc, un pôle de services énergétiques par Alteresco. On couvre à peu près l'intégralité de la France. Alteria en particulier, donc, ses missions donc, se reposent sur le conseil et l'étude, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et un peu de maîtrise d'œuvre via les marchés globaux de performance. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, la synthèse de l'accompagnement des 5 sites audités. Alors, pour les 5 établissements, donc, il y avait 3 EHPAD et 2 MAS. Donc, la mission a consisté en 2 grosses étapes. Une première qui était une analyse donc, de la partie contractuelle, tout ce qui était donc, les contrats de maintenance. Et une deuxième étape qui était une visite sur site pour faire en fait une compilation des deux et voir les 2 volets d'exploitation maintenance, comment ils étaient traités. Donc, c'est ce qu'on voit sur le graphique à gauche, analyse contractuelle et visite sur site. Donc, dans l'analyse du contrat, donc, on vient balayer tout ce qui était la durée, la définition des engagements, les avenants, etc. Analyse sur site, on est venu donc regarder les équipements et donc notamment l'état de ces équipements, la qualité des régulations et donc tout ce qui pouvait impacter vos consommations énergétiques. Et derrière, donc, nous avons sorti des fiches de synthèse. Je vais directement présenter. Hop. Donc là, on a trois types de rendus, donc, comme on peut voir ici. Alors, le rendu principal, c'est celui qui est en haut à droite. C'est volontairement pas zoomé, mais c'est pour avoir un peu un ordre d'idée de ce que ça peut représenter. C'est le rapport complet donc, sur l'analyse complète du contrat et de l'état du patrimoine, avec différents graphiques d'illustration. Une petite fiche en un A4 recto verso que vous voyez en haut à gauche, qui permet de récapituler donc, les points forts et les points faibles de chacun des sites. Et enfin, donc, le troisième livrable, qui est celui du bas, qui est un inventaire matériel donc, le listing complet de tout le matériel que vous avez sur votre site, en chauffage, ventilation, climatisation, avec des petites notes de vétusté. Donc, c'est les petites couleurs qu'on voit s'afficher en vert, orange et rouge. Donc, à la fois vétusté et performance. Donc, voilà, je rentre pas trop dans le détail des livrables, mais c'est pour que vous ayez un peu une idée de ce qui a été remis pendant cet accompagnement. Alors, dans le cadre des établissements qui ont été ciblés, alors on avait globalement, donc, on a regardé quels étaient les lots qui étaient couverts par les contrats d'exploitation maintenance. Donc, l'intégralité des contrats, les 5 contrats couvraient des prestations de chauffage. Les 5 également couvraient des prestations de CES, donc c'est-à-dire d'eau chaude sanitaire, donc l'entretien des équipements de production d'eau chaude sanitaire. Il y en avait 3 seulement qui encadraient les équipements de ventilation. Et enfin, un seul qui allait un peu plus loin en ayant donc de la climatisation et d'autres lots tels que du traitement d'eau et autres équipements. C'est un premier point pour montrer que déjà les contrats étaient un peu inégaux en termes de périmètre couvert. Deuxième sujet, donc on avait pour 4 contrats sur 5 uniquement de l'exploitation maintenance pure, qu'on appelle en prestation forfaitaire, et un 5e contrat qui lui était en marché à température avec intéressement, c'est-à-dire qu'il y avait de la fourniture d'énergie avec un certain type d'intéressement. Donc, je vais détailler un peu plus loin exactement à quoi ça correspond. C'est pour que vous ayez un ordre d'idée. Et enfin, donc, sur ces sites, globalement, donc, les petites évaluations qu'on a pu en sortir, donc, en évaluant donc, la qualité du contrat, l'état des installations, également une qualité du suivi. On a fait un petit retour graphique. Alors, globalement, la qualité du contrat, on avait des contrats qui étaient plutôt dans la part moyenne, donc autour de 5 sur 10 en termes de notation. Voire deux contrats qui étaient un peu en dessous, et un contrat qui était un peu meilleur, qui avait été rédigé par le biais d'un groupement. Donc celui-ci était un peu plus performant. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que les 5 contrats ont des pistes d'amélioration nettes à apporter. L'état des équipements, donc on a des équipements qui sont assez bien entretenus, hormis un site qui était un peu plus qui présentait des équipements un peu plus vétustes. Donc bien qu'on avait des contrats qui étaient peut-être un peu moins performants, on avait cette capacité à avoir donc des équipements qui étaient assez bien entretenus. Donc ça, c'est dire un bon investissement de la part des mainteneurs. Et en revanche, donc la qualité du suivi qu'on voit à droite, alors c'est pas pour dénigrer le suivi qui était effectué, c'est plutôt pour dresser un constat. C'est que bien souvent, donc, quand on encadre des prestations de maintenance dans des établissements comme les vôtres, on a assez peu de temps à dédier au mainteneur. Donc, on va essayer de faire peut-être une réunion avec lui dans l'année. Et après, le reste, on va souvent laisser l'entreprise dérouler son contrat de maintenance et on va assez peu le suivre. Ça a une importance de pouvoir dédier du temps à ce suivi. Donc, on va voir après dans quelle mesure, quel temps à passer en tout cas serait nécessaire. Mais en tout cas, pour permettre d'améliorer et d'optimiser vos économies d'énergie, donc, via ce suivi, ça nécessite un certain temps.
Donc, pour donner un ordre de grandeur, donc, une qualité de suivi à 0 sur 10, donc c'est un exploitant qui interviendrait en totale autonomie, donc pas de réunion, pas de relecture. À 5 sur 10, on aurait donc l'organisation de réunions trimestrielles avec la participation donc, du directeur de l'établissement, par exemple, et la relecture du bilan annuel. Et enfin, donc, des réunions trimestrielles. Si on fait des réunions trimestrielles, un contrôle des devis, un contrôle de la facturation, contrôle d'intéressement, s'il y en a, suivi du plan P3 et un challenge de l'exploitant sur sa performance, ça, c'est un suivi de contrat qui serait à 10 sur 10. Alors, là, sur la synthèse des 5 audits, alors sur la partie contractuelle d'abord, on a constaté qu'il y avait pas mal de prestations manquantes, donc notamment ce qui va concerner l'analyse des combustions et les analyses légionnelles. Alors, ça ne veut pas dire que le prestataire ne les fait pas. Souvent, les analyses de combustion sont faites dans tous les cas, donc ça, c'est pas un problème. Par contre, la légionnelle, c'est un peu plus grave parce que donc, on a des obligations réglementaires derrière. Et le fait de ne pas l'inscrire dans son contrat d'exploitation maintenance, c'est soit que ça n'est pas fait, ou soit que c'est fait dans un contrat à part. Donc ça, c'est un premier point, c'est de vérifier si ça, c'est bien effectué. On avait le suivi des consommations et des températures intérieures qui, lui, n'étaient souvent pas du tout abordés dans les contrats. Donc, ça veut dire qu'on a un exploitant qui n'a pas d'obligation d'aller contrôler quelles sont les températures dans le logement si jamais vous n'allez pas lui le demander. Et également, donc, encore moins de regarder quelles sont les consommations et qu'est-ce qu'il peut faire pour les optimiser. Donc, on comprend bien que en l'absence de cette clause, on a forcément donc des dérives qui peuvent arriver. Donc, un gain facile si jamais on introduit ces clauses. Ensuite, ce qui concernait le périmètre, on avait souvent donc, des équipements qui étaient manquants, donc notamment les réseaux de distribution. Donc, ça, c'est pareil, c'est pas forcément un mal, ça peut être un choix de le faire, mais il faut le savoir. D'où la nécessité, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas encore leur contrat de maintenance, vous plonger dedans, de voir qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de pouvoir faire le tour un peu des manquements. Et enfin, donc, sur les livrables à fournir, donc notamment les rapports annuels, rapports trimestriels, les bons d'intervention, etc., on avait 2 contrats sur 5 qui n'évoquaient pas du tout livrables, et d'autres qui en évoquaient, mais n'indiquaient pas forcément ce qui était attendu dedans. Donc, ça a l'air de rien, mais ça permet de faciliter vos échanges si jamais vous indiquez déjà clairement qu'est-ce que vous attendez à chaque étape. Et enfin, donc, les risques particuliers qui ont été identifiés, donc des pénalités qui étaient insuffisantes ou mal encadrées. Alors, pareil, on avait des contrats qui n'avaient pas de pénalité. On avait des contrats qui avaient des pénalités qui étaient encore en francs, parce que c'est des vieux contrats qui n'ont pas été remis à l'ordre du jour. Des pénalités qui étaient souvent extrêmement faibles. En ordre de grandeur, on avait une pénalité pour une absence de chauffage qui était d'un euro par heure, alors que nous, on cible plutôt du 50 euros de l'heure. Pourquoi ces pénalités étaient faibles? C'est que ce sont souvent des contrats qui ont été rédigés par l'exploitant lui-même, donc il n'est pas motivé à se fixer lui-même des pénalités motivantes. C'est un point de vigilance à apporter lorsque vous ferez vos renouvellements de contrat. Il y a le sujet de la protection du maître d'ouvrage. Pourquoi j'évoque ça? C'est parce qu'en fait, on a certains contrats qui indiquaient que le maître d'ouvrage, donc l'établissement, n'avait pas la possibilité de rompre son contrat tant qu'il n'y avait pas une faute grave de l'exploitant suivie d'un arrêt du chauffage pendant plusieurs jours. Donc, c'est extrêmement bloquant parce qu'il faut être un peu plus libre que ça veut dire qu'on ne peut rompre le contrat que dans un cas de dérive extrême, ce qui est un peu dangereux pour l'établissement. La communication entre les parties, donc j'ai un peu évoqué au préalable par rapport au livrable, mais également par rapport aux réunions qui n'étaient pas forcément fixées, le détail de ce qu'on attendait pour la prestation de maintenance, et enfin donc l'encadrement du remplacement des pièces, savoir qu'est-ce qui est inclus dans le forfait, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc tout ça, c'était très peu abordé ou mal abordé. Sur la partie visite de site, donc on avait donc de la vétusté des équipements qui étaient constatés sur certains. Donc même si en moyenne le résultat était plutôt positif, on a quand même diagnostiqué quelques équipements extrêmement vétustes dans le lot. Surtout sur l'équipement de ventilation qui était assez peu entretenu. La régulation, alors ça c'est un gros sujet. Vous devez être très au courant du fameux décret Bax qui arrive, donc qui impose à tous les établissements disposant d'une chaufferie de plus de 290 kW d'avoir une régulation centralisée dite GTC à partir du 1er janvier 2025, donc ça arrive très vite. Pour les autres établissements de plus de 70 kW, ça sera à partir du 1er janvier 2027. Donc là, on n'est pas encore au point sur ce décret donc à respecter d'ici la fin de l'année. Et enfin, donc les non-conformités réglementaires, donc on en a constaté quelques-unes, donc souvent des problématiques de signalétique, d'éclairage, etc. Il faut être très vigilant sur ça, donc car ce qui dit non-conformité réglementaire dit risque derrière d'accidents, en tout cas qui peuvent intervenir sur les installations. Donc c'est important de faire le point sur ce sujet-là.
On a également, donc, lorsqu'une chaufferie dépasse le mégawatt, donc des réglementations complémentaires dites ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement, qui n'étaient pas, pareil, pas abordées sur un des sites. Alors maintenant, je vais vous présenter donc la fameuse. Est-ce que avant de passer à la fiche, on fait un petit point question, Lucie? Est-ce qu'il y en a une ou deux ou est-ce qu'on continue Non, il n'y direct? a, y a pas, y a pas de question, là. Ok, et ben je me tais, c'est reparti. N'hésitez pas, hein, si besoin de m'interrompre pour poser une question. Même s'il y a un temps de questions-réponses à la fin, je ne sais pas si on peut couper de temps en temps pour faire une intervention. Ça ne me dérange pas. Alors, à l'issue de cette mission, donc, nous avons réalisé une petite fiche pédagogique d'auto-évaluation, alors qui avait vocation à être utile à la fois donc, pour les 5 établissements ayant été audités, mais également pour tous les autres établissements, donc à la disposition pour vous tous, chers interlocuteurs. Cette fiche d'auto-évaluation, en fait, c'est pour vous aider à mettre un premier pied dans votre contrat d'exploitation maintenance, de vous inciter à ouvrir votre contrat et peut-être même d'ouvrir la porte de votre chaufferie pour aller voir comment vous vous classez un peu sur tout ce que j'ai abordé préalablement et d'être capable donc d'avoir un regard critique sur votre évaluation. Alors, au préalable, avant de vous présenter cette fiche, je vais peut-être faire un rappel donc, des différents termes qu'on peut trouver fréquemment dans un contrat de maintenance. Alors, un contrat de maintenance, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une prestation P2. Tous les contrats de maintenance en ont une. C'est de la maintenance courante du matériel. C'est-à-dire, vous avez votre prestataire qui va venir, qui va faire toutes les petites interventions régulières qui sont classifiées dans une gamme de maintenance. Donc, ça va être le resserrage des cosses dans les armoires électriques, le dressage des pompes, le remplacement des courroies des équipements de ventilation, les analyses de combustion. Tous ces équipements courants, enfin, ces prestations courantes, sont ce qu'on appelle le P2. Il n'y a que ça qui est obligatoire dans un contrat de maintenance. Le reste, c'est du plus qu'on décide ou non d'inclure. Le premier qu'on entend parfois, donc la fourniture de la gestion de l'énergie, qu'on appelle le P1, c'est-à-dire qu'on peut permettre à l'exploitant de venir gérer votre approvisionnement d'énergie. Donc c'est lui qui va aller souscrire auprès d'un fournisseur d'énergie et qui va vous revendre l'énergie. Il existe plusieurs types de contrats d'énergie sur ça. C'est détaillé dans la fiche pédagogique, je vous laisserai jeter un œil si ça vous intéresse. Mais ensuite, le P3. Alors le P3, c'est quoi? C'est prévoir dans un forfait l'intégralité des remplacements de matériel que vous auriez à faire sur la durée de votre contrat. Par exemple, si vous avez un contrat de 6 ans à venir, vous allez dès la première année payer une redevance, qui peut être trimestrialisée, bien évidemment, que le prestataire va stocker sur un compte bancaire. Et de ce compte, il va venir puiser dedans pour aller ensuite remplacer tout le matériel qui tombera en panne, dès lors qu'il y aura besoin de remplacer un matériel. Donc ça vous permet d'étaler les dépenses et d'être assez proactif sur le remplacement des équipements vétustes. Donc, ça permet notamment de limiter certaines pannes. Le P4, c'est du financement de travaux de rénovation, je ne vais pas en parler, c'est pour ça qu'il est un peu grisé. Et enfin, le P5, ce sont tous les travaux qui ne rentrent pas dans le remplacement de matériel, donc c'est souvent payé au coup par coup, donc hors forfait. Ça peut être l'ajout d'un nouvel équipement, la modification d'une installation, etc. Alors cette fameuse petite fiche pédagogique, voici le sommaire, donc une petite partie introduction, l'intérêt d'un contrat de maintenance, donc ça on va en parler un peu après, les points impératifs à faire figurer dedans. Donc ça, c'est un peu pour avoir un petit côté pédagogique de tout ce qu'on attend d'un bon contrat de maintenance. Et enfin, la rubrique qui vous sera la plus utile, qui est la rubrique d'auto-évaluation. On aborde donc les thématiques suivantes. Cette petite fiche, donc voici à quoi elle ressemble. Donc elle est accessible directement par le lien qui est ici sur la présentation. Je ne sais pas si je peux cliquer là ou si je le sorte de la présentation. Ouais, peut-être d'abord ça là. Est-ce qu'on voit bien la fiche ou pas? Ouais, on voit bien. Oui, Très c'est bien. bon. Hop, je vais mettre en plein écran. C'est pas grave. Donc, logique, hein. Ça vous permet de revoir un petit peu les appellations que j'ai évoquées là, P1, P2, P3, P4 et P5, même l'intéressement, avoir une petite explication dessus. Les différents types de contrats P1, donc ça c'est si jamais vous voulez confier la fourniture d'énergie à votre exploitant, donc vous allez voir les 4 types qui existent et quels sont les conseils qu'on apporte sur ces 4 types-là. Comment ils se placent également donc, sur ce qui est plutôt incitatif ou moins incitatif. Les différents points impératifs à faire figurer dans votre contrat. Ça pareil, je vous laisserai vous l'approprier, je ne vais pas forcément rentrer dedans là.
Enfin, donc les obligations du titulaire, on a un contrat P1, qu'est-ce qu'on attend? Quand on a un contrat P2, qu'est-ce qui doit figurer aussi dans le contrat? Quand on a du GER, donc le P3, gros entretien renouvellement, qu'est-ce qu'on attend aussi? Et enfin, le P5. Les pénalités, donc pour vous donner des exemples et également donc à quel niveau elles doivent se situer, quel est le montant qu'on attend d'une bonne pénalité et quelles sont les bonnes pénalités attendues dans un contrat. Et enfin, donc la pièce rubrique auto-évaluation qui se présente comme ci, donc ce sont souvent des tableaux à compléter, qui vont donc justement vous inciter, comme je le disais, à ouvrir votre contrat et aller un peu fouiller en disant, bah voilà, est-ce que j'ai bien des clauses qui encadrent le chauffage, des clauses qui encadrent les réseaux, des clauses qui vont encadrer les équipements de traitement d'eau, qu'est-ce que j'ai parmi tout ça? En fait, en faisant cet effort d'aller chercher dans votre contrat d'exploitation maintenant, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner en connaissance de votre contrat et être plus actif pour inciter à avoir donc un bon contrat et également donc des bonnes retombées financières. Donc, dans ce tableau, on a donc les différents contrôles et contrôles réglementaires, le suivi des températures, comment il est effectué, comment est assurée la communication avec votre exploitant, les pénalités, ce que vous avez, comme ça vous permet de comparer avec ce qu'on a vu au-dessus. Et enfin, donc un petit focus sur l'analyse de l'état des installations. Alors, c'est difficile de vous former bien impliqué pour être capable d'aller faire le tour de vos installations et de dire si elles sont plutôt bonnes ou mal entretenues. Mais il y a quelques notions qui vous sont données sur la durée de vie, etc. Les fluides frigorifiques qui sont interdits sur site, parce que oui, on en trouve encore beaucoup dans vos équipements de climatisation qui ne sont plus autorisés. Donc, ouais, petit focus sur ceci. Voilà, en gros, comment se présente cette fameuse fiche. Si vous avez des questions. Je n'ai pas vu de questions dans la boîte de dialogue, donc on verra s'il y en a là plus tard au cours de ce webinaire. On peut Très bien. continuer. Merci. Alors, donc maintenant, je vais vous parler de la mission de renouvellement d'un contrat d'exploitation maintenance. Alors, vous pouvez bien évidemment donc, renouveler votre contrat d'exploitation maintenance tout seul, comme vous l'avez déjà fait pour vos contrats actuels. Le risque, c'est souvent qu'on confie à un exploitant de dire, bah voilà, vous rédigez votre contrat et on s'y tient. Donc, il y a toutes les dérives qu'on a abordées préalablement. Pour éviter cela, donc, on conseille régulièrement de se faire accompagner d'un assistant maîtrise d'ouvrage, d'un bureau d'études, qui va venir donc vous apporter son expertise pour être capable de fournir donc un contrat d'exploitation maintenance qui soit le plus opérationnel possible. Alors, quel intérêt? Vous allez me demander. Donc, il y en a deux. J'ai balayé un peu tous les intérêts techniques et les intérêts financiers. Alors, les intérêts techniques, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Alors, dans un premier point, donc ça rejoint un peu le financier, c'est d'améliorer le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que pour un même prix que vous allez payer, c'est-à-dire pour un même temps passé par votre exploitant sur site, vous allez avoir un retour qui va être bien plus efficace, en fait. Le temps passé consacré sur site par votre exploitant sera beaucoup plus cadré, donc vous permettra d'avoir des retombées et un fonctionnement plus optimal. On l'a abordé à plusieurs reprises, il y a également donc, le fait d'avoir des pénalités leviers, donc des pénalités qui soient efficaces, et donc qui incitent l'exploitant à faire au mieux son travail, d'assurer un bon respect et l'optimisation des températures, car ça, c'est le premier pas vers les dérives, hein. Dès que les températures ne sont pas respectées, forcément, donc on a des consommations qui sont plus élevées. D'avoir une bonne qualité d'air, car effectivement, comme je disais, donc on avait tout à l'heure juste 3 contrats sur 5 qui encadraient les équipements de ventilation, les autres étaient laissés en dérive. Et encore pour ceux qui l'encadraient, donc ne venaient pas forcément encadrer toutes les clauses, par exemple nettoyage des bouches, nettoyage des gaines, contrôle des débits de ventilation. Donc on a tout un tas d'attentes spécifiques aux équipements de ventilation qui viennent toutes directement impacter la qualité d'air intérieur. Donc ça, c'est important de se faire accompagner pour pouvoir bien les mettre en place. On a également la possibilité d'améliorer la fluidité des interventions en diminuant les temps de panne, en réduisant le nombre de pannes. Donc, c'est-à-dire d'avoir une maintenance qui sera plus dans la prévention qu'une maintenance curative. L'idée, c'est vraiment d'intervenir avant qu'une panne ait lieu. Donc ensuite, il y a également le fait d'ajouter des clauses pour pouvoir maintenir ces équipements aux normes. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec les contrôles réglementaires respectés. S'offrir la possibilité d'un contrat avec une clause d'intéressement. Donc ça, c'est si jamais vous souhaitez donc effectivement intéresser votre exploitant, donc pour vous présenter un peu comment ça fonctionne, on a la possibilité de dire à votre exploitant, voilà, si jamais on fait des économies d'énergie sur notre site, on vous reverse une partie de ce bénéfice. Si en revanche, on surconsomme par rapport à un objectif qu'on s'est fixé, eh bien, vous nous aidez à participer à cette surconsommation financière. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intéressement. Donc, on a la possibilité d'en mettre ou non dans un contrat. Ça nécessite un bon suivi, c'est ce qu'on met entre parenthèses ici.
Je le détaille un peu plus loin sur le temps à passer pour ce suivi-là, mais voilà, faut savoir que ça existe, ce mécanisme, et que si on veut l'appliquer, il faut être capable de se pencher dessus. Ensuite, on a des clauses pour augmenter la transparence de la maintenance, donc c'est-à-dire de prévoir des gammes de maintenance qui vont détailler chacune des prestations attendues pour chacun des équipements, à quelle fréquence on passe, trimestrielle, etc. Libérer les contraintes de sortie abusive, comme j'évoquais sur un des contrats notamment, qui est empêcher de rompre le contrat tant qu'il n'y avait pas de rupture de service pendant plusieurs jours, faute grave, etc. Et enfin, donc la mise en place d'un outil GMAO. Alors GMAO, certains connaissent peut-être déjà. C'est une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez faire vos demandes d'intervention, suivre en direct l'avancement de vos interventions, consulter tous les comptes rendus, consulter vos consommations. Donc ça, c'est un outil qui est maintenant indispensable dans les contrats. Ça se met dans tous les contrats. Il faut absolument donc prévoir des clauses pour en avoir. Donc voilà l'intérêt de se faire accompagner pour faire son renouvellement de contrat d'exploitation maintenance. Donc il y a les intérêts techniques. Sur les intérêts financiers, alors on commence sur un impact financier. On va commencer par un impact donc négatif, qui est effectivement donc une augmentation du coût de votre contrat. Car oui, vous avez des contrats qui fonctionnent peu, mais du coup, effectivement, vous payez peu cher en face. Donc, il y aura un surcoût qui sera à prévoir, mais on va rentrer dans le détail sur la slide juste après, qui est largement contrebalancé par tous les autres impacts financiers, qui sont donc, la diminution des consommations énergétiques. Le fait d'avoir un meilleur contrat, vous allez avoir donc des températures qui seront mieux optimisées, un rendement de chaudière qui sera un peu mieux, qui vous permettra donc d'avoir une consommation, vos factures d'énergie, de chauffage et de choses sanitaires qui soient plus faibles, de diminuer les coûts de remplacement de matériel, on va le voir pourquoi, et de challenger les prix du marché. Donc, voici tout cela en exemple. Si j'arrive à tourner le slide, ça ne veut plus passer. Ok, c'est bon. Alors, pour avoir des ordres de grandeur financiers de combien ça impacte de faire renouveler votre contrat d'exploitation maintenance en intégrant dans toutes les clauses qu'on a évoquées. Alors, ça dépend d'où vous partez. Si vous avez un bon contrat ou un mauvais contrat, donc voir les notes que j'évoquais tout à l'heure qui vont de 0 à 10 sur 10. Globalement, j'ai pris deux exemples. Si on a plutôt un bon contrat, donc noté à 8 sur 10, il faut prévoir un surcoût de 30% en moyenne de votre coût de maintenance. Donc, ils peuvent parfois monter, c'est pour pas avoir de mauvaises surprises, mais parfois à 40% plus cher. Ça, c'est les cas les plus défavorables que j'ai mis entre parenthèses à côté. Si par contre, on a un contrat qui est plutôt basique, donc évalué autour de 3 sur 10, il faut compter un surcoût d'environ 90%, quasiment doubler le montant de votre exploitation maintenance. Ça fait un peu peur, dit comme ça. Vous allez voir que les gains derrière contrebalancent pas mal. Parce que donc, si vous avez donc l'impact sur les consommations énergétiques, si vous avez un contrat qui est déjà avec intéressement, vous pouvez envisager 5% de gain d'énergie. Si par contre vous avez un contrat sans intéressement, vous pouvez avoir un gain jusqu'à 15%. Alors 15%, vous dites c'est pas beaucoup par rapport aux 90% d'avant, mais en fait si. Parce que souvent dans un site, on va avoir un montant de facture énergétique qui va être environ 10 fois plus élevé que le montant de la maintenance. Donc vous comprenez tout de suite que 15% de gain sur quelque chose qui est 10 fois plus élevé, on peut arriver à 150% par rapport au montant. On fait un exemple financier sur la slide juste après. Ça évite que vous fassiez tout de suite vos calculs, ils sont faits sur la slide après, vous embêtez pas à les faire. Donc, en quoi est-ce qu'on gagne sur le coût de remplacement du matériel? C'est simple, c'est qu'en fait, on a des équipements qui sont mieux entretenus. Donc, on allonge leur durée de vie d'environ 10%, ce qui peut envisager donc un gain de 12% sur le P3, donc sur le remplacement de votre matériel. Et enfin, donc, challenger les prix du marché, c'est que d'avoir un contrat qui soit bien ficelé permet d'avoir un contrat qui soit attractif. Qui dit attractif dit qu'on aura donc plusieurs entreprises qui vont candidater pour ce marché et donc qui vont naturellement baisser un peu les prix pour se mettre en concurrence avec leurs candidats, avec les autres candidats. C'est clair à peu près tout ce que j'évoque ici ou pas? Comme de l'eau de roche. Super. Donc, un exemple financier pour illustrer un peu donc, ces quatre impacts financiers, pour voir un peu ce que ça peut représenter pour vos coûts de maintenance. Alors, j'ai pris l'exemple d'un site qui aurait donc une fourniture d'énergie d'environ 200 000 euros par an. Ça peut être assez élevé par rapport à certains établissements, mais vous allez voir que d'autres établissements, eux, doivent bien se retrouver dans ces sites-là. J'ai pris l'exemple d'un site type Alami, pour ne pas le citer, en termes on est à peu près dans ces ordres de grandeur en termes de finances. Donc, un contrat avec environ 200 000 euros de facture d'énergie, une maintenance à environ 20 000 euros par an.
et un remplacement de matériel, donc soit déjà compris dans le contrat ou soit fait hors contrat, d'environ 20 000 euros par an. Donc dans le cadre d'un contrat qui serait assez faible, 3 sur 10, on peut envisager donc un surcoût du contrat de maintenance d'une année sur l'autre, donc il passerait de 40 000 à 40 plus 36, donc 76 000 euros. Par contre, on aurait la facture d'énergie qui passerait de 200 000 à 170 000, donc un gain de 30 000 euros. La durée de vie l'allongement de la durée de vie permettrait un gain d'environ 2 400 euros par an. Et la concurrence du marché, 8 000 euros par an. Donc, tout cela, mis bout à bout, ça fait que pour un contrat faible dans ces ordres de grandeur, permettra un gain la première année d'environ 4 400 euros, qui après, donc année sur année, donc avec en considérant par exemple une inflation de 2% de la facture énergétique, permettra un gain d'environ 30 000 euros sur 5 ans et quasiment 90 000 euros sur 10 ans. Donc on voit que même si on augmente de 36 000 euros le contrat de maintenance, derrière, on aura au final un gain qui est assez considérable, puisque 30 000 euros sur 5 ans, c'est plutôt appréciable, je pense. Et enfin, donc si on est dans la même situation, mais avec un contrat fort, donc j'ai aussi un peu augmenté le montant du contrat, hein, parce que qui dit contrat plus fort dit montant de maintenance un peu plus élevé. Donc vous avez les impacts qui sont désignés ici, et ça représente globalement donc un gain de 40 000 euros sur 5 ans et de 90 000 euros, un peu plus de 90 000 euros sur 10 ans, dans les mêmes conditions. Voilà, donc ça c'est pour vous convaincre, outre les intérêts techniques qu'on évoquait au préalable, quels sont les intérêts financiers de faire un renouvellement de contrat qui soit bien ficelé. Alors maintenant, les gens, j'imagine que certains doivent se poser la question, ok, mais combien ça coûte de se faire accompagner pour renouveler son contrat d'exploitation maintenance? Donc c'est ce qu'on aborde sur cette slide-ci. Alors, ce qu'on met en préambule, c'est qu'il n'y a pas de prix fixe. Un renouvellement d'accompagnement pour renouvellement d'exploitation maintenance, un accompagnement, on ne peut pas le chiffrer fermement. Ça va dépendre de beaucoup de variables. Donc, selon le nombre de sites à visiter, leur surface, le niveau d'accompagnement souhaité dans l'écriture des pièces. C'est-à-dire si jamais euh, on se charge de faire la totalité des pièces, pièces techniques, pièces administratives, donc CCTP, CCAP, etc., ou que les pièces techniques. Donc, ça dépend un peu de votre maturité en termes de rédaction de marché. Si on allotit ou non le marché, parce que si on allotissant le marché, donc on va multiplier le nombre d'analyses à effectuer. Si on vous accompagne lors de la passation du marché, c'est-à-dire qu'après, une fois que le marché est attribué à votre entreprise, eh bien, votre exploitant sortant va devoir faire une passation avec le nouvel exploitant. L'objectif, c'est de les faire se rencontrer sur site et de faire le tour des installations pour vérifier, bon, ben voilà, qu'est-ce qui est aux normes, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'il va falloir prévoir donc, avec le futur exploitant. Donc, on peut également accompagner sur cette prestation-là. Et enfin, donc, le nombre de réunions qui sont prévues et aussi si elles sont effectuées en présentiel ou en distanciel. Donc, tout cela, ça influe pas mal sur le montant de la prestation donc d'accompagnement pour un renouvellement de maintenance. Mais on vous a quand même fourni quelques ordres de grandeur. Donc, ça reste des ordres de grandeur, bien évidemment. C'est pas, faut pas en tenir rigueur, mais ça permet d'avoir une idée. Donc, une fourchette de prix pour un site seul. Donc, parce que si on fait un renouvellement de contrat d'exploitation maintenant sur un seul site, on peut prévoir un coût de mission d'AMO entre 21 000 et 36 000 euros. Ce montant vient grandement diminuer si jamais on a la possibilité de réunir plusieurs sites dans une même mission de renouvellement de contrat. Donc, si par exemple l'un de vous donc souhaite faire plus de quatre établissements qui seraient renouvelés dans un même contrat et donc il y aurait un même mainteneur pour entretenir ces 4 établissements, on peut envisager une fourchette de prix entre 11 000 et 19 000 euros d'accompagnement par site. Voilà, donc c'est une fourchette qui est un peu large. Ça permet de se donner un ordre ordre d'idée. Pour voir par rapport au montant que j'ai évoqué au préalable, ça veut dire qu'en 2 ans et demi ou en 5 ans, presque 6 ans, la mission d'AMO est rentabilisée. Voilà. Et puis donc, on rappelle en nota bene qu'il n'y a pas que l'intérêt financier à prendre en compte, il y a aussi l'impact sur l'intérêt technique que j'ai déjà abordé précédemment en slide numéro 16. Toujours pas de questions? Des petites questions. Effectivement, il y en a. Alors, on peut prendre un petit temps. Donc là, on revient un petit peu sur les slides d'avant. Peut-on modifier un contrat en cours pour améliorer celui-ci? Alors oui, ce serait possible, en effet, dans une certaine mesure. En fait, on a la possibilité de modifier un contrat, donc c'est rigolo, c'est un peu la transition avec la slide suivante.
c'est qu'on a toujours la possibilité de modifier un contrat à partir du moment qu'on réalise un avenant. Alors, j'évoque ici donc ce qui peut être modifié, donc soit l'ajout d'une installation, soit une extension de réseau, soit un passage ORCU, soit une rénovation thermique d'un site, ou même, comme évoqué dans la question, donc par exemple l'ajout d'une nouvelle clause. Ajouter une clause d'intéressement, ajouter des réunions en plus, tout ce qui permettrait donc d'avoir un contrat qui soit plus performant. C'est possible en rédigeant un avenant. Mais un avenant, il faut savoir qu'il a ses limites. C'est globalement 10% du montant financier de la totalité de votre contrat. Donc, c'est-à-dire vous regardez sur le marché total de la durée totale de votre mission, à combien s'élève le montant, vous faites 10% de cela, et l'impact ne pourra pas dépasser 10% de ce montant total. Merci pour ton retour. Je te pose une petite question qui va un peu plus loin. À partir de quand il faut commencer à se poser la question de comment renouveler son contrat par rapport à la date de fin du contrat actuel? À partir de quand il faut commencer à se bouger pour le renouveler et mieux le C'est une très bonne renouveler? question. Alors, il faut savoir qu'une mission de renouvellement de contrat de maintenance, il faut compter environ 4 mois, vraiment de travail pur. Donc, c'est-à-dire si vous souhaitez avoir un certain temps de réflexion, il faut que la décision soit prise avant ces 4 mois. Parce qu'une fois ces 4 mois, donc, enfin, une fois arrivé aux 4 mois avant l'échéance de votre contrat ou la date à laquelle vous souhaitez avoir le nouveau contrat, il faut compter environ un mois sur la rédaction des pièces. Derrière c'est un mois, il y a un temps de validation derrière qui peut courir sur 2 semaines d'échange, de modification des pièces. On a ensuite 6 semaines de publication du marché, donc pour que les entreprises puissent venir candidater. Derrière, on a un temps d'analyse qui va pouvoir couvrir environ 3 semaines, donc on est quasiment sur un mois. On a ensuite le passage dans une commission ou présentation devant les directeurs, etc., validation de l'analyse et notification des candidats avec un délai de 11 jours encore à attendre, parce qu'il faut d'abord notifier les candidats non retenus avant de notifier le candidat retenu. Donc voilà, sur ce global, on arrive à peu près sur 4 mois de délai. Très bien, merci. Et avant de passer à la suite, dernière question où je reviens un petit peu sur les GMAO. Sont-elles propres à chaque mainteneur ou est-ce qu'il existe des GMAO permettant de basculer entre chaque mainteneur si celui-ci change à chaque mise en concurrence? Voilà. Et est-ce qu'une GMAO est ouverte à plusieurs personnes d'une équipe technique ou autre? Enfin voilà, est-ce que tu peux faire un petit focus de une petite minute top chrono sur les GMAO si tu as la réponse, sinon n'hésite pas à botter en touche. Je l'ai. Alors, les GMAO, donc il en existe deux types. Il y a les GMAO qui sont directement développés par des exploitants et d'autres qui sont développés par des entreprises qui vont être mises à disposition des exploitants. Donc, bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a une GMAO qui est installée sur un site, il faut savoir que lorsqu'on renouvelle le contrat, eh bien, très souvent, on change de GMAO. Alors, c'est pas problématique parce que c'est pas comme la GTC où on a vraiment des équipements qui sont sur site qui ne peuvent communiquer qu'avec une certaine plateforme dédiée, etc. La GMAO, en fait, il faut vraiment l'imaginer comme un peu comme un site internet, un peu comme un blog, où en gros, on va mettre toutes les informations dessus, on va le faire vivre. Et une fois qu'on change d'exploitant, bon, bah, c'est pas grave, on reprend toutes les informations qu'il y a dessus, on le remet dans un nouveau et c'est reparti. C'est assez facile en fait à mettre en œuvre et à renvoyer, et à changer. Donc, certes, il y a pas de, il existe quelques outils qui sont communs à plusieurs exploitants, mais ça serait dommage de vous bloquer en disant, bon, bah, du coup, je vais me restreindre sur le choix des exploitants parce que je veux rester sur cette GMAO, alors qu'il vaut mieux en fait remettre tout à plat. C'est assez facile, c'est un outil qui est facile à prendre en main, à fabriquer et à défaire. Très bien, merci. Il y a une petite question, mais que tu pourras juste évoquer quand on sera sur les slides d'après, qui est quelle est la durée minimale des contrats avec intéressement? Donc ça, ce sera au moment de la slide qui va arriver dans quelques slides, mais on peut garder cette question en tête pour le moment venu. Très bien. Allez, on continue. Alors pour la suite, on va rentrer dans le vif de l'intéressement. Donc je vais vous un petit peu expliquer ce que c'était, comment ça fonctionnait. À savoir inciter l'exploitant à participer à vos économies d'énergie ou à vos surconsommations en lui ayant fixé au préalable donc un certain niveau d'engagement. Et pour cela, donc on a un petit retour d'expérience. Bah, finalement, je vais te relaisser la parole, Yoann, puisque tu seras plus à même que moi d'en parler. Je reprends la parole, effectivement, merci. Donc, on ne va pas la diffuser aujourd'hui parce que vous pourrez la voir juste après. Sachez qu'on a déjà travaillé un petit peu là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, le 23 mai, on fait un prochain webinaire sur l'AMO, contrat de performance énergétique. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais donc le lien sera diffusé plus tard, donc je vous inviterai à vous inscrire. Cependant, nous, on a déjà travaillé un petit peu dessus et on a 5 documents qui ressortent.
notamment le CH de Saumur qui a fait 31% d'économie d'énergie sur le chauffage grâce à l'ajout d'une clause d'intéressement. Donc là, il y a une vidéo qui permet de vous montrer ça, plus un support synthétique en bas à gauche, plus un support détaillé sur ce retour d'expérience. Donc voilà, sachez que le CH de Saumur, hein, donc 31% lié à l'ajout d'une clause d'intéressement, et là actuellement ils vont encore plus loin, ils vont vers un CPE qui va permettre d'atteindre encore 10% de moins. Donc là, on verra ça dans notre prochain webinaire, mais voilà, ils vont faire un combo en gros de 41% avec intéressement plus CPE. Pour aller plus loin, sachez que sur notre site, dont la base documentaire, on a un onglet contrat d'exploitation qui recense d'autres documents, des points de vigilance, la fiche que présentait Eddy, et bientôt ce support et le replay de ce webinaire. Donc voilà, on ne va pas regarder ça aujourd'hui, mais vous avez tous les liens sur cette slide ou dans la base documentaire du dispositif ETE de la MAVES. Je te repasse la main. Merci, Yoann. Pour vous rentrer un petit peu dans le détail des calculs, comment se fait un intéressement, donc certains connaissent peut-être déjà, d'autres pas encore. Mais globalement, comment ça fonctionne? On va dire, bon, voilà, on a deux cas. On a soit l'économie d'énergie, soit la surconsommation. Et on va appliquer des formules. Alors bien souvent, je dis bien souvent parce que c'est pas une règle absolue, on peut très bien modifier ces répartitions. Quand on a une économie, on va demander à ce que l'économie soit partagée à 50% entre le titulaire, votre mainteneur et votre établissement. Ça, vous allez lui reverser la moitié de votre économie d'énergie. Donc ça paraît beaucoup, mais vous allez voir que finalement, on est toujours gagnant en fait, d'inciter. En fait, vous avez déjà 50% de cette économie et des installations qui fonctionnent mieux derrière. Donc globalement, on est vraiment gagnant. C'est un ratio qu'on trouve assez fréquemment. Et en cas donc de surconsommation, souvent on demande au titulaire, donc à votre mainteneur, d'assumer 2 tiers de la surconsommation. Et vous, donc il ne vous reste plus qu'un tiers de cette surconsommation à assumer. Alors comment ça se passe? Bien souvent, on a des petites formules de calcul qui nécessitent d'aller chercher le coût unitaire de votre énergie, donc de recompiler les factures, d'appliquer ensuite cette formule de calcul qui n'est pas forcément intuitive pour tout le monde. Donc ça, c'est la méthode assez classique. Nous, chez Alteria, on a proposé une autre méthode où l'objectif était vraiment de simplifier au maximum l'utilisation de l'intéressement, parce que souvent, c'est ça le premier frein en fait, à l'intéressement, c'est les établissements ont du mal à se dire, bah, voilà, je n'arrive pas à me plonger dedans, c'est trop compliqué à comprendre. Faites-moi quelque chose pour que ce soit le plus simple possible. Donc, ce qu'on propose chez Alteria, c'est en fait d'utiliser tout simplement des tableaux. Ils vont dire, bah voilà, si vous avez tant de pourcents d'économie d'énergie ou tant de pourcents de surconsommation, vous appliquez un ratio directement sur le montant de la maintenance. Donc, c'est là la petite originalité. Donc, avec les exemples ici, par exemple, si on a une économie de 10% sur un site avec toujours, je prends le même site, donc 200 000 euros de facture d'énergie et 20 000 euros de P2. Donc, si on a une économie de 10%, ça représente donc une économie de 20 000 euros. On reverserait donc 10 000 euros au titulaire. Eh bien, comment est-ce qu'on vient le calculer ça? Tout simplement avec ces petits tableaux. On va venir se reporter dedans. Donc là, je l'arrête à 10, mais ça va au-delà. On va regarder, ben voilà, 10%, qu'est-ce que j'ai en face? J'ai 50% du P2. Et bien oui, parce qu'en fait, si on regarde, le P2 étant à 20 000 euros, ben si on augmente de 50% le P2 sur l'année suivante, ça veut dire qu'on le fera passer à 30 000 euros au lieu de 20 000 euros. Eh bien, c'est comme si on lui versait 10 000 euros, en fait, pour la participation. Donc, en fait, on va venir utiliser le gain d'énergie, enfin, rebasculer le gain d'énergie sur le coût payé sur la maintenance. C'est ça la petite originalité proposée par Alteria. Donc, je vous rassure, c'est pas une innovation qui sort de mon chapeau, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis déjà au moins, si je dis pas de bêtises, bientôt 10 ans chez Alteria. Donc c'est quelque chose qu'on use et qu'on pratique c'est assez fréquemment et qui fonctionne très bien. Donc, c'est vraiment l'objectif de simplifier au mieux l'intéressement. En face, donc, on a la même chose en cas de surconsommation. Donc, si on surconsomme de 10%, on vient regarder dans le tableau qu'est-ce que c'est. Donc, on est à moins 10. C'est-à-dire qu'on va venir retirer 66,7% du montant de maintenance de l'année suivante à votre exploitant. Ce qui fait donc une retenue de 13,3 13 300 euros. Voilà. Pour rentrer un petit peu dans la façon dont nous, on aborde l'intéressement chez Alteria. Et enfin, donc, sur les temps à consacrer, parce que je l'évoquais, donc, il faut passer du temps pour assurer son suivi de contrat. Et il y a également un petit surplus à ajouter quand on fait de l'intéressement. Alors, le temps à passer, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si jamais vous replongez après dans la slide, vous l'aurez ici.
mais on est de 39 heures par an pour avoir un bon suivi de son contrat. J'ai mis en vert ici ce qui correspondrait à un contrat à peu près moyen. Vous voyez, un contrat 5 sur 10. Donc, c'est-à-dire qu'on ferait que les réunions trimestrielles et la vérification du rapport annuel. C'est ces deux prestations-là. Donc, on est à 8 heures plus 10, en gros à 12 heures par an. On est à peu près donc, dans une note à 5 sur 10. Si on va jusqu'à 39 heures par an, bah, globalement, vous frôlez le 10 sur 10, hein, ou si, ce n'est- ou si vous l'atteignez. Et si on ajoute à cela donc de l'intéressement, on a un total de 51 heures. Donc, c'est les 39 déjà comprises, hein. Donc, il faut donc compter 12 heures de plus par an pour faire de l'intéressement. Donc, ça paraît à la fois pas beaucoup et à la fois, il faut être capable de dégager ce temps-là, car effectivement, ça demande de se plonger un peu. Yoann, tu avais une question? Est-ce que j'aurais pu rallumer ta caméra? Tu me vois venir. Non, non, merci. Donc, effectivement, c'est pas à prendre à l'heure près, mais voilà, c'est pour donner un peu une tendance et merci d'avoir fait cette estimation. J'avais une question, sans rentrer dans le détail, parce qu'une fois de plus, il y a le webinaire de mai, mais rapidement, peut-on dire, peut-on dire que ce qui différencie un contrat d'exploitation avec intéressement et un CPE, qui sont tous deux axés sur le suivi de la performance énergétique, c'est finalement l'investissement P4? Tu peux toujours botter Oui. en touche. Alors, c'est une très bonne question. C'est pas faux, parce qu'effectivement, ce qui va distinguer le CPE d'un bon contrat avec intéressement, c'est l'investissement financier que vous allez mettre au début. Donc, c'est-à-dire, vous allez devoir payer des prestations de travaux qui vont en fait vous permettre après d'avoir des retombées financières. C'est ça que le contrat de performance énergétique ou marché global des performances apporte en plus d'un renouvellement. La petite différence qu'il y a quand même entre un contrat de maintenance avec P4 et un CPE, c'est que le contrat avec P4, en fait, vous allez demander donc à votre mainteneur de venir payer vos installations et il va se rémunérer derrière sur les économies d'énergie. Donc ça sera payé sur la durée du contrat. Alors que dans le cadre du CPE, je crois que alors je dis peut-être une bêtise, ça sera vérifié, mais que les investissements sont quand même engagés en début de contrat et non étalés sur la durée totale de votre durée de maintenance. C'est-à-dire qu'on va avoir une période de travaux, par exemple, de 2 ans pendant laquelle on va faire ces travaux et du coup, vous allez devoir débourser l'investissement pendant ces 2 ans. Et après, donc ensuite, vous aurez la maintenance qui sera payée à proprement dite sur cela, alors que dans un contrat de maintenance avec P4, on pourrait étaler enfin, on étale sur la durée totale du contrat. Sachez qu'on reprendra tout ça dans le webinaire AMO CPE où on compare effectivement contrat CVC avec intéressement versus CPE. Donc, ce sera réévoqué prochainement. J'ai une autre question, Eddy. L'intéressement peut-il être instauré si on n'a que du P2? Exemple, on a repéré qu'un filtre était encrassé, mais le mainteneur ne veut pas le changer. Est-ce que l'on peut lui calculer une surconsommation à cause de ce filtre non changé? Alors, il y a deux questions dans celle-ci. La première, est-ce qu'on peut mettre un intéressement s'il n'y a que du P2? Oui. Comme on l'a vu tout à l'heure, notamment, donc, j'évoquais la possibilité de pouvoir basculer les économies d'énergie sur le montant P2 de l'année suivante. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder quand on n'a que du P2. Par contre, sur la suite, de venir simuler un surcoût d'énergie lié au filtre, alors ça va être plus compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas dire, bah voilà, on estime que le filtre a fait surconsommer de temps, donc on va vous mettre une pénalité liée à cela. Le raisonnement se fait vraiment sur la consommation globale. Donc, c'est-à-dire, si on constate qu'au global, on a une surconsommation, bah là, on pourra appliquer la pénalité d'intéressement, mais on ne pourra pas la flécher exclusivement sur ce qui est lié au filtre. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si, ça l'est. Et j'ai une question de Déborah qui est une bonne question, effectivement. Dans le tableau, là, à gauche, on a écrit temps à passer sans clause 39 heures. Et dans la partie droite, c'est écrit temps à ajouter. Donc, est-ce qu'il faut ajouter 51 heures ou est-ce que c'est 12 heures de plus? Non, non, c'est 12 heures de plus. C'est vrai que c'est une... Il faut qu'on reprenne peut-être. Effectivement, ça peut porter à Tout à fait. confusion. Donc, c'est bien 12 heures de plus le fait d'ajouter une clause d'intéressement. C'est bien le temps à passer en interne à l'établissement. Exactement. C'est ça. David Boileau ajoute effectivement que pour mettre en place de l'intéressement, il faut bien évaluer ses consommations de chauffage de référence, pas toujours de sous-compteur. Donc attention sur les températures de consigne, des JU associés, etc. C'est une bonne remarque de point Exactement. de vigilance. Je te laisse continuer, Eddy, pour pas trop déborder. Merci. De toute façon, c'est simple. On était déjà dans la slide suivante, puisque c'était les échanges questions-réponses. Ah, eh ben, très bien. Eh ben, on y était. Euh, Alors, je crois que. Alors, juste pour dire, hein, la MAPES, le dispositif ETE, ne fait pas de pub à Alterea. Il n'y a pas de partenariat entre nous. C'est juste que voilà, on avait une enveloppe
dans notre convention pour aller faire de l'AMO, contrat d'exploitation, parce qu'on voyait bien que c'était un sujet un petit peu vaste, une nébuleuse, mais qui avait du levier. Donc voilà, on a publié une offre, un cahier des charges pour répondre, et c'est Alterea, du coup, qui a été lauréat de ce cahier des charges. Voilà, donc on a été satisfait de leur travail, c'est pour ça on leur demande de restituer ce diagnostic qu'ils ont fait lors de notre journée régionale de novembre et aujourd'hui lors de ce webinaire. Voilà. Et donc je remercie encore à chaque fois Eddy de s'être rendu disponible aussi bien la journée que pour ce webinaire. Je tenais à Merci mettre également. ce petit aparté, pardon. Et je crois que Lucie a des petites questions à poser. Si vous avez encore 5 minutes, merci de rester pour qu'on clôture ensemble tout ça. Oui, enfin, c'est un mini sondage de fin de webinaire pour voir un peu où vous en êtes. Mais enfin, si vous avez encore d'autres questions, je pense qu'on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas euh, de les poser dans le chat. Mais je vais lancer le sondage en parallèle. Donc le petit Alors, sondage. je vous Ouais. pose trois questions. Johan, toi, tu les vois pas, je pense. Ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Suite à ce webinaire, avez-vous envie de mettre le nez dans votre contrat d'exploitation? Et suite à ce webinaire, voyez-vous l'intérêt de faire appel à un AMO? Ça aurait pu en poser d'autres. De toute façon, Johan vous fera parvenir un questionnaire peut-être un peu plus exhaustif. Bon, bonne nouvelle, ce webinaire a répondu. Alors, alors, je vous laisse répondre, mais pour le moment, tout le monde est satisfait de. Enfin, ça a répondu aux attentes. Est-ce que vous avez envie de mettre le nez dans votre contrat? Vous êtes à 86% à répondre oui et 13% je ne sais pas trop. Personne ne se sent pas capable ou n'a pas du tout envie. De toute façon, ces réponses ne sont pas acceptables. Et si vous ne vous sentez pas capable, voilà, enfin, c'était l'objectif aussi de cette prestation, c'était de vous créer les outils pour pouvoir avoir quelques armes, pour un peu mieux analyser votre contrat. Et puis, suite à ce webinaire, voyez-vous l'intérêt de faire appel à un AMO? 65% oui et 40% moyen. Donc, très bien. Voilà. Et donc, 6% si quand même. Il y a deux personnes qui ont trouvé que ça répondait bof bof aux attentes, ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, là, justement, on a encore quelques minutes pour poser vos questions. Si ça n'a pas répondu, qu'est-ce que vous auriez besoin d'autre? Et en parallèle, il y a des questions. Alteria est-il référencé dans une centrale d'achat? Oui, UGAP. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, ça avait facilité enfin, la mise en relation, puisqu'on est le CHU de Nantes. Pourrons-nous avoir le lien vers l'outil d'autodiagnostic? Il est déjà en ligne sur la base documentaire, si je ne m'abuse, Johan. Il est déjà en ligne et vous aurez tout le combiné compacté de tout ça, donc pas de souci, il ne vous manquera aucun document suite à ce webinaire, je vous le garantis. Les supports seront mis à disposition et utilisés, je l'espère. Ouais, Très bien. utilisé. Donc, donc voyez-vous l'intérêt de faire appel à un AMO? Donc, oui, à 60%, mais il reste 40% moyen. Donc, ça veut dire que normalement, ce webinaire a dû répondre en termes de, comment dire, d'outillage. Ouais, pour rejoindre Johan, on espère que vous allez utiliser tous les outils qui vont déjà vous aider à avancer dans un premier temps. Mais d'une manière générale, nous, on vous conseillerait quand même de faire appel à un AMO, en tout cas pour lancer la démarche. Très J'ai bien, fini, moi. très bien. Est-ce que Si je tu peux as me du permettre de coup... compléter sur Oui, deux vas-y. sujets. Alors sur l'accompagnement AMO, c'est vrai que donc si certaines personnes ont des connaissances en interne, donc ça je peux comprendre qu'il n'y ait pas de souhait de se faire accompagner, donc ça, ça me surprend pas trop en tout cas le résultat. Et l'autre sujet, c'était sur la fiche d'auto-évaluation. Si jamais donc parmi les utilisateurs, vous vous rendez compte qu'il y a des points qui sont pas suffisamment clairs ou des choses que vous verriez en plus, faut pas hésiter à nous les faire remonter, que ce soit Johan, Lucie ou moi, parce que du coup, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être complété pour pourquoi pas être peaufiné. Pas de souci. Euh, Très bien.
Eh ben, merci encore à tous et à toutes de vous être inscrits. J'espère effectivement que ce webinaire vous a satisfait. Merci encore, Eddy, d'avoir, je trouve, une fois de plus, expliqué de manière claire et concise cette thématique plutôt complexe et nébuleuse. Donc, merci encore à toi pour tout ça. Et puis, à bientôt tout le monde pour le prochain webinaire. Et n'oubliez pas, pour les établissements de santé en Pays de la Loire qui ne sont pas candidats à ETE, là, je crois qu'il va falloir commencer à se poser la question de candidater. Donc voilà. Merci à tous. Bon appétit et bonne fin de semaine. Au Merci revoir. également. Au revoir.